Il y a un nouveau secteur d'activité qui prend de plus en plus d'ampleur ces derniers temps dans le domaine des crypto-monnaies et c'est celui de la SocialFi. Vous en avez peut-être déjà d'ailleurs entendu parler. Il faut faire attention parce que à chaque fois qu'il y a un nouveau concept, il y a bien évidemment une idéologie derrière, il y a bien évidemment une innovation, quelque chose d'intéressant, mais il y a également aussi tout un tas de risques et l'objectif en tout cas de cette vidéo, c'est de vous présenter globalement le concept de SocialFi, quelques innovations, quelques protocoles qui ont décidé de se lancer là-dessus pour vous permettre de prendre du recul, d'avoir une vision un peu plus objective de ce qui peut se cacher derrière, et en même temps, ça me permettra aussi de vous exposer ou de pointer du doigt les différents points sur lesquels vous devriez être vigilant si c'est un secteur d'activité qui peut vous intéresser. Vous vous en doutez, mais la SocialFi, ça a pour objectif de rassembler les principes des réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui, comme par exemple Facebook, Twitter, Instagram, etc., et celui de la finance décentralisée ou la DeFi qu'on connaît globalement dans le secteur crypto. Alors les plateformes SocialFi, ça va offrir une approche Web3 avec vraiment le principe de base qui va être celui de la décentralisation, même si on va voir qu'il va y avoir des avantages, des inconvénients et que la plupart des plateformes qu'on connaît aujourd'hui qui se sont lancées dans la SocialFi ne sont pas aussi décentralisées qu'on aimerait qu'elles le soient. Et l'objectif, c'est de pouvoir créer, gérer, posséder les différentes plateformes des différents réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui, ainsi que leurs contenus qui sont générés par les participants. On avait par exemple la GameFi qui était l'industrialisation ou la mise en place du secteur des jeux vidéo appliqué au secteur crypto-monnaie pour que tous les actifs qui sont gérés, développés, utilisés dans ces jeux vidéo-là ne soient pas détenus par les entreprises mais soient détenus par les différents utilisateurs et par les différents joueurs. Et bien là, pour le domaine de la SocialFi, c'est un peu la même chose mais plutôt axé sur la catégorie des réseaux sociaux. La monétisation, elle va se produire généralement dans des crypto-monnaies avec par exemple des tokens spécifiques, tandis que la gestion des identités et de la propriété numérique, elles vont être régies par des jetons non fongibles ou des NFT que vous connaissez aujourd'hui si vous vous intéressez quand même depuis un certain temps au domaine crypto. Ces plateformes sont souvent structurées comme des organisations autonomes décentralisées, des DAO. Ça c'est pareil, c'est un concept que j'avais déjà pu vous exposer à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas trop familiarisé aujourd'hui avec le concept des organisations autonomes décentralisées ou des DAO, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la playlist DeFi. Il y a tout un tas de vidéos qui vont vous expliquer globalement ce que sont en fait les DAO, leurs avantages, leurs inconvénients et un petit peu les risques aussi qui sont liés à ce genre d'organisation aujourd'hui. L'objectif quand même, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est d'avoir une structure qui ne soit pas détenue par des grosses organisations comme aujourd'hui Facebook, YouTube, qui est aujourd'hui clairement détenu par Google, etc., etc., mais d'avoir en fait toute une plateforme, tout un écosystème qui soit détenu en fait par les créateurs de contenu directement et par les utilisateurs in fine de la plateforme, et d'avoir en plus de ça une certaine résistance à la censure. On l'a vu lorsqu'on avait eu la crise sanitaire, il y a eu tout un tas de problèmes liés à la censure. Il n'y a pas que, bien évidemment, cet aspect-là, mais c'est un problème qui fait de plus en plus parler de lui ces derniers temps, que ce soit sur Twitter, Instagram, sur YouTube ou ce que vous voulez. À partir du moment où il y a un consensus global et que certaines personnes sont contre en fait ce consensus global ou essayent d'apporter peut-être une autre manière de voir, une autre manière de fonctionner, on se rend compte rapidement que c'est très compliqué pour pouvoir faire la part des choses, parce que souvent on a une censure globale pour peut-être une seconde vision, et donc c'est là où on peut avoir des gros soucis pour se faire une vision objective sur un sujet particulier. Donc derrière en fait l'idéologie globale de la SocialFi, c'est bien évidemment la décentralisation, donc que la plateforme soit détenue par ses utilisateurs et également par leurs créateurs de contenu, mais qu'on ait aussi une certaine résistance à la censure, comme ce qu'on peut retrouver globalement dans le domaine des crypto-monnaies. Alors en ce moment, il y a beaucoup de projets qui se lancent, je vous en ai cité quelques-uns, parce que quand on parle de réseaux sociaux, souvent on a l'impression d'être focalisé uniquement sur, la première idée qu'on a en tête, c'est souvent le Twitter, Instagram, Facebook, etc. Mais quand on parle de réseaux sociaux, c'est pas non plus que ça. Alors il y a bien évidemment par exemple Daimon et Deso qui se rapprochent fortement des exemples que je vous ai donnés précédemment, mais par exemple il y a Moussaï qui est une plateforme de réseau social, mais plutôt basée sur de la musique en streaming. Alors il y a plein de plateformes aujourd'hui qui existent par rapport à ça, surtout dans le Web 2, Spotify, et puis tout un tas, ça peut être également aussi Deezer, enfin voilà, il y en a plein en fait de plateformes comme ça. Là il y a Moussaï qui a essayé de faire la même chose, mais d'avoir pareil un contenu qui va essayer d'être le plus décentralisé, dont les actifs vont être détenus par les utilisateurs et pour ceux qui vont utiliser en fait globalement la plateforme. Mais vous voyez, ça se détache quand même globalement de ce qu'on entend généralement dans la catégorie des réseaux sociaux à proprement parler. Donc vous allez avoir Moussaï, vous allez avoir également aussi Entrée,
qui est pareil, une plateforme de réseaux sociaux, mais plutôt axée sur le networking. Donc aujourd'hui, par exemple, si vous voulez faire du networking, vous avez des plateformes comme LinkedIn, par exemple. Bah là, en fait, entrer, ça va être plutôt axé sur ce secteur-là. Donc on voit qu'il y a des innovations qui commencent à arriver, on en est encore qu'au tout début, et sans doute que ça fera partie de l'un des schémas narratifs qui pourrait avoir le vent en poupe pour le prochain bull run, en fonction du moment où vous pourriez regarder cette vidéo. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en général, les applications SocialFi, elles vont utiliser le concept de jetons sociaux ou de jetons utilitaires, c'est la même chose, et tout ça, ça va être intégré directement à l'application pour que ces protocoles de SocialFi puissent fonctionner. On retrouve quand même globalement un peu la même chose dans le domaine de la DeFi et de la GameFi, et souvent ces jetons utilitaires, ils sont utilisés pour piloter l'économie générale de ces différentes applications. Alors ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que quand on parle de SocialFi, et quand on parle des jetons sociaux ou des jetons utilitaires, dans le domaine de la SocialFi, on va parler d'une économie de troisième niveau ou de troisième ordre. Pourquoi ? Parce que, admettons que vous voulez lancer une application par exemple sur Ethereum, en fait pour pouvoir lancer rien qu'une application ou une dApps sur Ethereum, il va vous falloir de l'Ether. Donc déjà, l'économie de premier niveau, c'est le coin ou le token de base de la plateforme, et du coup, il va vous falloir déjà ce premier coin. Là, en l'occurrence, pour l'Ether, ça va être un coin, donc ça va être notamment l'Ether. Ça, c'est l'économie de premier niveau. Ensuite, on va lancer l'application. Comme vous pourriez lancer une application comme Uniswap, comme SushiSwap, comme tout un tas d'applications qui sont plus ou moins décentralisées mais qui existent quand même aujourd'hui. Et souvent, on va avoir justement un token de gouvernance, un token qui va être lié à l'économie centrale d'une application qui existe aujourd'hui dans le domaine crypto. Pour Uniswap, on va avoir le Uni, pour SushiSwap, on va avoir le Sushi, etc., etc. Et ensuite, là, dans ce qui est assez spécifique au niveau de la DeFi, pour certaines applications DeFi, vraiment pas toutes, mais plutôt dans le domaine de la GameFi et de la SocialFi, c'est qu'on va avoir une économie de troisième ordre, puisque là, les utilisateurs vont pouvoir créer leur propre token, qui vont avoir plus ou moins d'utilité, mais en tout cas, il va y avoir des possibilités de créer des jetons sociaux, des jetons utilitaires, qui vont permettre d'ajouter des nouvelles fonctionnalités à la plateforme, et du coup, qui ne seront pas forcément liés uniquement et exclusivement aux deux précédents tokens que je vous ai cités un petit peu plus tôt. Ça peut être le token global de la L1 que vous pourriez être amené à utiliser, mais également celui du token de gouvernance du protocole qui se serait lancé. C'est pour ça qu'on parle souvent là ici, dans le domaine de la SocialFi, d'un niveau d'économie de troisième ordre. Donc ce que j'ai mis à l'écran, c'est que ces jetons ne se situent pas uniquement au niveau de l'application, mais ils peuvent être créés justement au niveau directement de l'utilisateur. Les créateurs peuvent désormais gérer leur propre économie grâce à des jetons sociaux. Et chaque utilisateur, bien évidemment, peut avoir son propre jeton. Pour que vous puissiez avoir une vision un peu plus objective là, de ce qui se passe et de ce que ça pourrait représenter, j'ai essayé de vous mettre un exemple juste en dessous. Donc pour le cas par exemple d'Elon Musk, il pourrait décider d'avoir son propre jeton et une mini-économie qui va fonctionner directement autour de lui. La valeur du token sera directement proportionnelle au poids social de l'utilisateur sur la plateforme en question. Donc par conséquent, le jeton d'Elon Musk aura une valeur plus élevée que celui d'un utilisateur ordinaire qui va décider de créer son jeton simplement sur son profil sur les réseaux sociaux. Parce que bien évidemment, là on parle d'Elon Musk et puis d'un utilisateur lambda, mais c'est un petit peu ça ce qui peut se cacher derrière, c'est-à-dire que vous pourriez même spéculer sur certaines personnes qui ne seraient pas forcément très connues aujourd'hui. À chaque fois qu'on a l'émergence et l'apparition d'un nouveau réseau social, par exemple TikTok ou un autre qui pourrait apparaître, on a toujours des nouveaux influenceurs, des nouvelles personnes qui se font découvrir justement grâce à la plateforme, et en fait c'est comme si vous pourriez détenir une tokenisation d'un influenceur qui serait pas connu à un moment donné et qui pourrait l'être par la suite. Donc il y a énormément de spéculation aujourd'hui et encore très peu d'utilité et de cas réels d'utilisation au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, mais il y a un vrai fondement, il y a une vraie réflexion et peut-être un avenir dans les prochaines années, et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Donc il y a plusieurs valeurs qui sont aujourd'hui portées par la SocialFi, comme je l'ai évoqué un petit peu plus tôt. Le premier, c'est le côté censure et liberté d'expression. Donc il faut faire attention parce qu'il y a toujours un équilibre quand même à avoir entre les deux selon moi. C'est que d'un côté, on ne veut pas forcément avoir une censure qui soit centralisée comme celle qu'on retrouve aujourd'hui sur la plupart des réseaux sociaux, Google, voilà, Facebook, Instagram ou ce que vous voulez. Et de l'autre, on ne doit pas forcément aboutir à la diffusion de contenu qui serait préjudiciable à travers le monde sans aucun contrôle. On n'a pas forcément envie de se connecter sur des réseaux sociaux et avoir du contenu comme ça pédopornographique qui serait publié sur la plateforme sans aucun contrôle. Donc pour moi, il y a toujours un équilibre à avoir entre les deux, et c'est là où ça reste quand même très compliqué parce qu'il y a des solutions qui ont déjà été apportées, comme par exemple le fait d'avoir un nœud individuel qui pourrait décider de choisir et de bloquer certaines étiquettes ou certains contenus
qui seraient publiés sur ces différents réseaux. C'est-à-dire que chacun aurait son propre nœud, donc on aurait quand même une décentralisation qui serait plus importante que celle qu'on a aujourd'hui. Par contre, derrière, qui est responsable pénalement si on a un nœud qui n'a pas fait son travail de censure et ce qu'on considère aussi comme contenu censurable aujourd'hui et maintenant. C'est-à-dire que je vous ai donné tout à l'heure l'exemple du contenu pédopornographique, et là, il y aura 100% des gens qui diront bah oui, ça, bien évidemment, c'est un contenu qui est préjudiciable et qui ne devrait pas apparaître sur les réseaux sociaux. Par contre, qu'est-ce qu'on considère comme étant préjudiciable aujourd'hui et qu'est-ce qu'on considérera comme étant préjudiciable dans les prochaines années, et qui aura son mot à dire en disant bah tiens, ça c'est préjudiciable dans les prochaines années ou ça ne l'est pas aujourd'hui, bah c'est là en fait où ça pose des problèmes. C'est-à-dire que et qui est responsable vis-à-vis de la loi? Est-ce que c'est le nœud? Est-ce que c'est les fondateurs du projet? Est-ce que c'est les utilisateurs? Et c'est là en fait où la loi, le cadre réglementaire, le cadre juridique est pas encore suffisamment développé ou suffisamment clair sur la question, et c'est là où je trouve aussi qu'il y a un enjeu qui est super important. À la fois, je pense que la liberté d'expression, c'est un point crucial, un point fondamental, et on en a tous besoin, surtout dans l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, mais à la fois aussi, je pense qu'on peut pas se permettre de publier tout et n'importe quoi, qu'il n'y a absolument aucun contrôle, parce qu'à chaque fois, il va y avoir des dérives, bien évidemment. Et enfin, la seconde valeur qui est portée par le concept lié à la social faille, ça va être celui lié à la propriété et à l'identité numérique. Donc c'est ce que je vous ai mis à l'écran. La valeur qui est créée sur les réseaux sociaux, elle est détenue par les utilisateurs et non pas par une seule et unique entreprise. Les NFT au sein des plateformes social faille vont offrir aux créateurs des capacités de distribution pour diffuser directement leur travail et leur influence. Un artiste lançant par exemple sa collection de NFT peut partager le produit de la vente avec les détenteurs de ces jetons sociaux. Cela va pouvoir créer un mécanisme incitatif pour que les adeptes de l'artiste puissent faire passer le message, augmentant ainsi proportionnellement les ventes de la collection de NFT, etc., etc. Donc il y a un vrai intérêt, il y a des vrais enjeux qui peuvent se cacher derrière. Après, aujourd'hui, je pense que c'est surtout le côté réglementaire, le côté juridique qui est absolument pas clair, et puis surtout la manière de faire, la manière de procéder pour avoir quelque chose qui puisse être accessible à tous, pour reprendre un petit peu plus de pouvoir, avoir un peu plus de libre arbitre et surtout de liberté d'expression, mais sans pour autant tomber dans les dérives qu'on connaît tous aujourd'hui sur la plupart des réseaux sociaux. Alors selon Cointelegraph, les plateformes Web3 et pas uniquement celles qui sont liées à la social faille, mais globalement ce qu'on retrouve dans le Web3, il y a deux gros challenges que ces plateformes ou que ces applications doivent surmonter. Déjà, c'est d'avoir des infrastructures qui soient scalables, parce qu'aujourd'hui, c'est absolument pas le cas, et c'est très compliqué de pouvoir avoir une vraie montée en échelle, une vraie montée en puissance de certains protocoles, parce que, en fait, après, on se retrouve dans ce qu'on a aujourd'hui sur Ethereum principalement. C'est-à-dire que quand on a très peu de personnes qui utilisent une plateforme, on va avoir des frais qui sont faibles, des temps de transaction qui sont relativement rapides, et donc, c'est intéressant parce qu'on s'amuse pas à payer des dizaines, voire des centaines d'euros pour faire une transaction sur un réseau particulier. Mais à partir du moment où il va y avoir de la demande, c'est toujours une question d'offre et de demande. À partir du moment où il va y avoir de plus en plus de personnes, souvent on va avoir des transactions qui vont être beaucoup plus longues, ou surtout des frais qui vont augmenter comme ça de manière exponentielle. Donc l'un des gros challenges, c'est d'avoir des infrastructures qui soient scalables, et également aussi d'avoir un modèle économique qui puisse être viable et qui puisse perdurer avec le temps. Faut savoir qu'aujourd'hui, quand même, l'écrasante majorité des projets, que ce soit DeFi, GameFi ou même SocialFi, n'arrivent pas à passer la barrière du temps, parce qu'ils n'ont absolument pas un modèle économique qui soit résilient et qui puisse comme ça évoluer correctement dans les prochaines années. Souvent, on va avoir une période de hype avec beaucoup de spéculation, et puis une hype qui va se créer à un moment donné, et puis après, voilà, le token va partir dans les oubliettes, tout comme l'application, pour éventuellement essayer de relancer une prochaine hype sur une prochaine application. Donc ça, c'était globalement les gros challenges qu'on retrouve, et je suis plutôt d'accord, mais globalement sur les différentes applications du Web3. Mais si on se focalise sur celles liées à la social faille, pour moi, en plus de ces challenges qui ont été présentés à l'écran, c'est surtout le côté réglementaire, le côté juridique, le côté technique aussi, parce que d'un point de vue technique, comment on fait pour avoir quelque chose qui soit résistant à la censure, qui permet d'avoir une liberté d'expression sans pour autant tomber dans les dérives et de permettre de publier comme ça tout et n'importe quoi. Là aujourd'hui, on n'a clairement pas les infrastructures et les modèles pour pouvoir créer ce genre d'application.
Maintenant, j'aimerais vous donner un exemple dans le domaine de la SocialFi d'une application qui a énormément le vent en poupe en ce moment et à l'heure où en tout cas je suis en train de tourner cette vidéo, et c'est notamment l'application Friendtech. Alors Friendtech, c'est une application SocialFi qui n'a pas été créée sur Ethereum mais plutôt sur Base, donc la nouvelle blockchain de Coinbase qui est en fait une L2 au même titre que Arbitrum ou Optimism sur Ethereum. Et je me suis amusé sur DeFi Lama de regarder en fait quelques informations que j'ai trouvées super intéressantes que je vais essayer de vous présenter là par la suite. J'ai non pas classé en fait les applications par TVL mais par frais sur les dernières 24 heures. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que sur les dernières 24 heures, notamment Lido qui est la principale application la plus utilisée notamment sur Ethereum, qui a une TVL de 14 milliards de dollars, plus de 14 milliards de dollars, sur les dernières 24 heures, ils avaient récolté un peu plus d'1 million 500 000 euros de frais. Donc oui, c'est une application qui est énormément demandée, mais forcément parce que il y a beaucoup d'utilisateurs et puis on a quand même une TVL de plus de 14 milliards de dollars. Friendtech, donc c'est une application qui s'est lancée très récemment, qui a une TVL de 46 millions de dollars, donc nettement plus faible que celle liée au liquid staking de Lido. Par contre, en termes de frais, on est à 740 000 dollars de frais pour une application qui a à peine 50 millions en fait de TVL. C'est monstrueux et ça prouve l'intérêt et l'engouement qu'on peut avoir pour une certaine application. En plus de ça, ce qui va pouvoir traduire cet engouement et cet intérêt par les utilisateurs, c'est à la fois l'augmentation de la TVL, et on voit que depuis son lancement, on n'a pas arrêté d'avoir une augmentation de la total value locked. Donc ça reste un point super important. Et sans doute qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, les chiffres seront plus du tout comme ça, et sans doute qu'ils seront beaucoup plus élevés que ceux que je vous ai montrés à l'écran. Mais à la fois la TVL, donc ça va nous renseigner sur cet élément-là, mais en plus de ça, le nombre d'utilisateurs actifs. Alors là, je les ai mis en cumulé, et on voit qu'au moment où je tourne cette vidéo, on était presque à 800 000 utilisateurs cumulés. Alors c'est vrai que quand on analyse ça globalement, ce qu'on peut retrouver sur la plupart des réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui, YouTube, Twitter, Instagram, ce que vous voulez, 800 000 utilisateurs, c'est vraiment rien du tout. Par contre, pour une application qui s'est lancée très récemment, pour lesquelles il n'y a pas encore eu de bull run, il n'y a pas eu encore une surmédiatisation, etc., ça reste quand même une prouesse d'avoir une application qui a autant d'engouement sur cette période, et je pense que c'est important de le noter. Par contre, attention, aujourd'hui Friendtech, ça reste très récent, il y a très peu de choses que vous pouvez faire sur la plateforme, et sans doute qu'il y aura d'autres utilisations, il y aura peut-être des nouvelles mises à jour qui arriveront dans les prochains mois, prochaines semaines, voire prochaines années, si l'application, le protocole est encore là. Mais aujourd'hui, il y a quand même énormément de spéculation et très peu de choses que vous pouvez faire vraiment concrètement sur la plateforme. L'application, l'objectif, c'est ce que je vous avais déjà expliqué sur cette vidéo, mais l'objectif de l'application et de la plateforme, c'est de transformer l'influence de ces utilisateurs directement en jetons qu'on va appeler des clés sur ce protocole-là. Vous pouvez acheter ces clés pour accéder à des salons de discussion privée exclusifs et à d'autres avantages qui ne sont pas encore apparus au moment où je tourne cette vidéo. Donc si aujourd'hui vous achetez des clés qui sont censées représenter l'influence de certains influenceurs sur cette plateforme-là, forcément les influenceurs, eux, vont toucher une partie des commissions et des frais qui sont utilisés pour acheter ou vendre ces différents tokens-là et ces différentes clés. Et aujourd'hui, le seul intérêt que vous pouvez avoir au-delà de l'aspect spéculatif, c'est d'accéder à certains salons de discussion privée sur lesquels aujourd'hui j'ai déjà essayé d'en rejoindre certains. C'est totalement mort parce que y a certains influenceurs qui utilisent juste ça pour se faire de l'argent rapidement et qui n'ont pas vraiment d'intérêt ni envie de pouvoir développer véritablement une communauté sur le long terme sur l'application Friendtech. Par contre, attention, le prix de ces clés, il est déterminé par les conditions, bien évidemment, de l'offre et de la demande, comme ce qu'on retrouve à 99% dans le domaine des crypto-monnaies. Pendant ce temps, les créateurs, eux, vont avoir la liberté d'expérimenter des moyens d'accroître leur influence et d'attirer de nouveaux actionnaires. Parce qu'en fait, quand vous achetez des clés de certains influenceurs, vous devenez en partie des actionnaires avec des droits particuliers, des droits spécifiques. C'est une première itération du domaine de la SocialFi, mais aujourd'hui, ça reste mon avis, ça reste un domaine qui est encore ultra spéculatif, avec des infrastructures qui ne sont pas encore totalement développées. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'application Friendtech, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet que vous retrouverez dans la playlist appropriée sur notre chaîne YouTube. Mais voilà, en gros, globalement, le message que je voulais vous faire passer, si après vous voulez aller sur l'application, la télécharger, l'utiliser,
vous pouvez vous référer à la vidéo que j'ai faite complètement sur Friendtech et je vous explique justement les étapes pour pouvoir le faire de la meilleure manière possible. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Pour tous ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour pouvoir vous former ou aller plus loin dans le domaine des crypto-monnaies, on vous a préparé un programme de formation de plusieurs heures que vous pouvez rejoindre simplement en cliquant dans le lien qu'on vous aura mis dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas, vous cliquez sur le lien, vous allez être redirigé sur une page. Là, il va falloir que vous rentriez votre adresse mail, un mot de passe pour que vous puissiez ensuite vous connecter directement à votre espace membre. J'en profite aussi pour vous dire avant de vous quitter que j'ai lancé dernièrement une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel étudiant, dans laquelle je parle de tout ce qui touche de près ou de loin les concepts d'indépendance et de liberté financière. Donc pareil, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma seconde chaîne. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.